Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur qui commence, Dieu merci, à disparaître. C'est le retour de Sakos Catch et je pense que c'était prévu dans les news de ce soir, mais je voudrais juste dire que l'émission de ce soir est dédiée à Terry Funk, qui nous a quittés hier, hein, c'est ça? Ah, attends, ouais, c'est bon, j'avais peur. Est-ce que tu peux juste parler parce que je crois que j'ai fait un petit bug de réglage. Excuse-moi, des cannes par le voir. Ouais, du coup, ils ont annoncé hier. Ouais. On est bon. Donc oui, Terry Funk qui est entre guillemets un des premiers catcheurs que j'ai vraiment suivi à l'époque quand il passait Puissance 4 sur RTL9. C'était un des premiers. Je l'ai découvert très tard dans sa carrière. Du coup, il avait déjà eu 5 shows de retirement qu'il n'avait pas vraiment honoré, mais du coup, voilà l'émission. Sa fin de carrière WWE, enfin c'était au moment de la Chidera, tout ça, c'était Chenzo Charlie avec la rivalité avec Mick Foley. Ouais, puis il avait eu un run assez sympa à la WCW. Il avait eu une rivalité avec Ric Flair encore. Après, il était dans Division Hardcore. Enfin bref, c'est un catcheur qui a vraiment su entre guillemets se réinventer avec le temps. Et il a enfin pris sa retraite il y a 5 ans, je crois. Ouais. En tout cas, une carrière de ouf. Et encore une fois, l'émission de ce soir lui est dédiée. Et bah Declan, comment ça va depuis ces nombreuses semaines de pause? Écoute, en vrai ça va. Bon, j'ai eu très très chaud ces derniers jours. Là, heureusement là, ça commence à aller. Ça a baissé là depuis ce soir en vrai. Et ça fait du bien de respirer un peu parce que vraiment j'étais en train de mourir. Chez moi là, j'avais 3 ventilos dans ma chambre, j'étais vraiment en train de crever. Ah mais pareil ici, c'est pour ça que l'émission de ce soir, comme je le disais sur Twitter, sera un peu plus courte que d'habitude. C'est parce que c'est vraiment très compliqué. En plus, j'ai les éclairages. Enfin, c'est vraiment c'est pas respirable. Dis donc, on a eu 3 semaines assez. Beaucoup d'absence pendant l'été, globalement. Oui, on a eu beaucoup d'absence pendant l'été. Comme on était en train de discuter avant de commencer l'émission. Je suis rentré il y a quoi? Il y a quelques jours. Il m'a fallu quelques jours pour rattraper les shows que j'avais de retard. Parce que contrairement à certains, moi je regarde les shows desquels je parle. Oui, puis tu les rattrapes en quelques jours. Oui aussi, oui. Mais je sais pas si tu vois le même. Je sais pas de quelle série c'est tiré, mais en gros, tu vois, je crois que c'est Donald Glover qui rentre dans une pièce et voit que genre c'est le bordel partout, là, genre l'appart est en feu, un truc du style. Bah c'est exactement ça quand j'ai vu les news. J'ai fait oh là. Voilà. Bon, on va ce qui s'est passé quand même pendant l'été. Voilà. Ouais, bah oui. Et c'est pas mal de choses, ouais. Est-ce qu'on va parler du dernier match pour l'instant de Edge? On va en parler. D'accord, bah écoute, on va y arriver tranquillement et organiquement. Je te propose qu'on commence le programme du coup. On va en parler d'ailleurs à la fin du bloc WWE. Faut que je déplace un petit peu parce qu'il y aura une transition à faire avec la WWE avec. D'accord, vas-y. Attaquons. Du coup, bon, je vais pas reparler de Terry Funk, on a fait l'intro dessus. Oui. Voilà. Encore une fois, une grosse pensée pour Terry Funk. Totalement. C'est un catcheur que j'adorais, hein, personnellement. Surtout que je suis en train dans mon rewind catch et compagnie, il traîne pas très très loin. Voilà. Ben, en plus, c'est marrant parce qu'il n'y a pas que le côté catch. Alors, je sais que c'est loin d'être le plus grand film de tous les temps, mais pour ceux qui ont peut-être grandi comme moi dans les années 80-90, c'est un film qui s'appelait Roadhouse avec Patrick Swayze, où où Patrick Swayze est entre guillemets, pas entre guillemets, il est videur de boîte de nuit. Et dans le film, justement, il y a Terry Funk qui était aussi le responsable cascade du film, en fait. Donc, si vous avez vu, c'est le fameux film où il y a le fameux speech de « faut rester cool jusqu'au moment où il faut plus l'être ». Si vous avez grandi dans les années 80-90, encore une fois, c'est probablement un film que vous avez vu. Ça fait partie des petits films d'action série B qu'il y avait pendant cette période. Et du coup, Terry Funk était dedans, quoi. Ok. Du coup, les news WWE, bon, j'ai fait assez court, j'ai quand même rassemblé les grosses infos on va dire de la dernière semaine, globalement. Je suis pas trop remonté non plus à plusieurs semaines parce que bon, sinon ça aurait fait un long pavé. Première info, on va parler pas mal de NXT parce qu'il y a eu quand même un gros événement à NXT cette semaine avec Noam Dar qui a vaincu Nathan Fraser cette semaine lors de NXT Heatwave qui est redevenu NXT Heritage Cup. Bon, on n'avait pas parlé qu'il avait perdu le titre entre temps, mais il l'avait perdu. Et il l'a récupéré avec l'aide de son clan, bien sûr. Troisième run de Noam Dar. Si tu suis les storylines, il dira qu'il l'a pas récupéré, il l'a conservé. Oui, mais techniquement, il l'avait perdu. Ah oui, totalement. Mais bon, ça me fait marrer. Ça collait bien avec la gimmick du perso qui refusait d'accepter qu'il avait. Mais j'ai l'impression que le titre, enfin, que l'Heritage Cup est moins considéré entre guillemets. Ils viennent de la réintroduire il y a pas longtemps, en vrai, avec la. Ouais. Mais du coup, ils ont perdu, je trouve, un peu justement avec cette histoire de coupe qu'il a pas perdu. Et là, ça peut être cool justement parce que comme ils ont annoncé le Global Heritage Invitational qui va débuter la semaine prochaine à NXT.
le tournoi qui déterminera le challenger de Noam Dar pour le prochain gros show No Merci. Peut-être que du coup ça peut recommencer à construire un peu l'intérêt et la division un peu autour de ça, quoi. Bah, le truc, c'est ils ont pas mal de restes, on va dire, de NXT UK qui peuvent effectivement graviter autour du titre. Mais je sais pas, je trouve que comment dire, je trouve que la coupe la coupe au sens le titre est moins pertinente et moins, j'ai plus le terme français, relevant dans NXT qu'elle était dans NXT UK en fait. Ouais, Le fait que c'était entre guillemets UK, ça, comment dire, NXT UK avait une espèce de prestige vraiment, je trouve, au niveau de la façon dont c'était présenté, qu'il n'y a pas encore dans NXT actuellement, qu'il n'y a jamais vraiment eu dans NXT en fait, vu qu'il y a toujours eu ce moins. Les règles de match, c'est ce qu'ils appellent les Américains, ils appellent ça des British Rules Match parce qu'en fait c'était en gros les règles de la World of Sport, quasiment à peu près. Pas tout à fait, Oui. mais un peu réadapté et un peu remis au goût du jour, mais en gros c'est les règles de la World of Sport, quoi. Mais du coup, je trouve que ça collait mieux. Je suis désolé, je suis en train de me dématérialiser. Ça colle mieux ça collait mieux avec l'ambiance anglaise, quoi. Évidemment. Ouais, voilà. Après, s'ils arrivent à refaire un truc bien, c'est vraiment sympa. Mais du coup, le truc, c'est que je trouve que c'est un peu moins de. Ça a moins sa place, on va dire. Non pas que le titre est inintéressant, parce qu'en plus, le roster qui gravite autour est vraiment très cool. Mais NXT tout court, je trouve que ça a moins d'impact qu'NXT UK en fait. Moi je pense que le tournoi peut aider, là. Le tournoi qu'ils ont annoncé, on verra bien ce que ça donne, mais ça peut peut-être aider. Bah, à voir, après, je pense que ce sera plus sur la durée en fait. Parce que oui, le tournoi sera probablement cool, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, le titre a pas la même. Comme tu l'as dit, on est vraiment dans une phase où le titre est en train d'être réintroduit, donc du coup, c'est pas encore. Ouais. Mais ils sont bien en train de reconstruire NXT là, en ce moment. Je pense qu'il y a des trucs intéressants qui se mettent en place. Et Bon. ça a l'air plutôt cool. Il n'y avait pas eu une news, alors la news date peut-être maintenant un peu, il me semble que je l'avais vu avant mon départ, mais il n'y avait pas des pourparlers comme quoi ils voulaient essayer de faire de NXT vraiment une troisième brand et puis une simple entre guillemets plateforme pour. Ils en parlent en tout cas, mais on sait pas trop. Après, C'est comme le NXT Europe, ce sera pas avant l'officialisation de la vente. Donc puis après le temps de remettre la production, la pré-production, tout ça, ce sera pas avant le début de l'année 2024, quoi. oui, bah de toute façon, ça va, mine de rien, ça va passer vite. Hein. On arrive déjà en septembre, l'année, elle est. Ouais. Ah ouais. Ça va passer vite. Ça peut arriver plus vite s'ils veulent, comme ça il fera frais, c'est bien. J'en ai marre de la chaleur, donc c'est bien, c'est une bonne idée. On enchaîne à NXT avec la WWE qui a décidé d'envoyer Los Lotarios à NXT il y a quelques temps, enfin il y a pas si longtemps que ça, mais ils ont décidé de les renvoyer à NXT. Il y a un plan long terme sur les deux catcheurs pour en faire une tag team importante après dans le main roster, mais ils ont décidé en gros de repartir de zéro et de vraiment tout reconstruire. Et ils ont lancé d'ailleurs une storyline avec la famille des catcheurs, tout ça. J'ai pas trop suivi ce qui s'est fait, mais je sais qu'ils ont lancé un truc là-dessus. Toi, Mais petite question, parce que justement, tu pourras peut-être y répondre, vu que ça fait partie des news qui m'ont un peu surpris pendant mon absence. Triple H, du coup, il est toujours dans le booking ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Non, parce que justement. Il est plus dans le board of directors en fait. Enfin, d'accord, parce que justement le booking à long terme c'est un peu son point fort. Mais oui, non, bah pour l'instant on a eu des angles justement façon de entre guillemets de faire la transition vers une gimmick plus sérieuse. Et bah on n'a pas vu plus que ça en fait. Hein. En gros, on a eu des gimmicks comme des gimmicks des segments comme NXT fait des fois où t'as l'impression que c'est limite des trucs filmés, genre quand on voit ce que les catcheurs sont censés imaginer ou ce qu'ils sont censés rêver, ce qui pour moi est un peu disons que c'est un peu compliqué à entre guillemets à prendre ce genre de segment sérieux, on va dire. Mais oui, ils sont dans une phase ça se voit qu'ils sont dans une phase de repackaging en fait. Moi je pense que c'est une bonne idée parce que c'est deux très bons catcheurs et la WWE de toute façon a toujours besoin de stars latino-américaines. Et les deux ont quand même un potentiel, je pense, même ouais, puis et tout, ils font partie des catcheurs qui ont vraiment aidé pendant le confinement en plus. Hein. Alors après, ils ont peut-être été mis trop vite en avant et trop rapidement, mais bon, dans la période là, c'est assez particulier. Mais ouais, il y a un gros potentiel qui est mieux que simplement les voir faire des kiss cam un show sur 30, quoi. Je suis d'accord.
Je suis d'accord, je suis d'accord. Et une autre star qui a du potentiel. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a du potentiel à ce niveau-là? Le potentiel a été bien exploité. C'est le retour de John Cena qui a été annoncé à SmackDown pour le 1er septembre. Puisque, en fait, WWE, ils sont un peu obligés, enfin, entre guillemets, de le faire revenir parce qu'ils veulent du star power pour leur live event en Inde le 8 septembre, donc la semaine d'après. Superstar Spectacle qui a priori ne sera pas diffusé sur le network et on ne sait même pas si ça va être diffusé en Inde ou si c'est vraiment juste un live event. Et voilà, en tout cas John Cena participera au SmackDown du 1er septembre et au live event en Inde du 8 septembre. Donc voilà, c'est un petit coup de sur John Cena. Et... Alors, la dernière fois que j'ai vu John Cena, c'était en sirène dans Barbie, donc ça fait très bizarre. Mais d'ailleurs, le film est excellent. Mais le truc que je trouve incroyable, c'est que quand tu regardes par rapport à la carrière qu'il a au niveau du cinéma et des séries télé maintenant, il arrive à être genre 3 fois plus présent, par exemple, que The Rock a pu l'être. En fait, c'est hallucinant. Alors qu'à mon avis, il doit pas arrêter de tourner. C'est assez cool au final de sa part de continuer à. Voilà, il est peut-être en phase de break, du coup, avec la grève des scénaristes et tout ça, peut-être. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a ça qui se passe aussi, effectivement, mais. Ça libère peut-être un peu l'espace, peut-être. Mais même, je veux dire, quand il était revenu, c'était quand? C'était il y a 2 ans, le Summer of Cena, ou c'était il y a 1 an, je sais plus. Quand il avait eu la rivalité de nouveau avec Roman Reigns, qui était là sur les live events et tout. Ouais, je sais plus, ouais. Je sais plus. Mais non, c'est vrai qu'effectivement, ça fait super plaisir de voir qu'il reste super présent. Pas pour cracher sur The Rock, hein, mais du coup, ouais, Cena est vraiment à la fin de son run, qui doit plus être très loin non plus, mais on pourra vraiment se dire qu'il a fait des trucs incroyables, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont faire de lui au SmackDown, par contre, du 1er septembre. Bon, Superstar Spectacle, il aura forcément un match, voilà, parce que il faut pour le marché indien, voilà. Faut une grosse tête d'affiche. C'est un peu comme quand ils vont en Arabie Saoudite, voilà, il faut des stars un peu, on va dire des grosses stars vraiment qui ont dépassé le cadre du catch et vraiment qui parlent à tout le monde. Et du coup, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui à SmackDown, mais je serais pas étonné qu'il ait un match improvisé après un segment ou un truc comme ça, hein, parce que. Oui, à mon avis, ils vont pas forcément prendre de risques. Ils vont faire un match carré de 5 minutes avec, je sais pas, Grayson Waller ou avec. C'est ce que je pensais, un truc comme ça. C'est ce qui semble le plus probable. Hein. Je pense pas qu'ils le fassent partir sur une rivalité Oui, c'est sûr, hein. de niveau main event. Austin Theory peut-être. Ouais, je sais pas, il y aura un truc. Il y aura un truc comme ça, de toute façon. Mais... Oui. Mais c'est cool, encore une fois, c'est cool de le voir revenir et disons quitte à faire revenir une grosse star pour un show entre guillemets, on va dire hors série presque, comme les shows qui peut y avoir, enfin maintenant c'est plus vraiment hors série, mais comme les premiers shows en Arabie étaient un peu moins on va dire connectés au truc global, à la rigueur, il vaut mieux faire revenir John Cena qui est encore en état plutôt qu'un Goldberg ou d'autres catcheurs qu'on aurait pu. J'ai envie de te dire, faut mieux faire revenir Jamie Noble que Goldberg, donc enfin. Oui, bah oui, non. Après, honnêtement, j'ai toujours été entre guillemets, je vais pas dire un défenseur de Goldberg, mais pour moi, c'est toujours un catcheur qui, s'il est bien utilisé, il peut te sortir des trucs carrés et efficaces en fait. Moi, je trouve Goldberg, il a fait carrière sur une entrée et 3 moves, quoi. Ouais, d'accord, oui, non, totalement, mais dans le catch, c'est pas. Je veux dire, je fais souvent cette comparaison, mais si on considère que le cinéma, c'est pas forcément des qualités d'acting pures, je veux dire, genre, tout à l'heure, je parle du cinéma des années 80-90, mais par exemple, Schwarzenegger, ça n'a jamais été un grand acteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le Goldberg du cinéma, dans le sens où ce qui a fait faire sa carrière, c'est son charisme, c'est sa présence. C'est clair que Goldberg a jamais été un grand technicien, même s'il a eu quelques matchs qui étaient quand même vraiment sympas, mais bon, on va dire que c'est un peu des exceptions. Moi, par exemple, je suis fan du Sandman, qui était un catcheur atroce in ring, hein, donc. Ouais, voilà, ouais, dans le catch, ça fonctionne pas. Puis le truc, c'est que Goldberg, entre guillemets, c'était une spéciale attraction. Alors après, je pense qu'ils ont peut-être trop brûlé la mèche avec les matchs qu'il a eu sur la fin de carrière, clairement. D'ailleurs, il était probablement plus en aussi bonne forme, mais je peux comprendre, entre guillemets, que Goldberg ait quand même eu ses fans et ses défenseurs, quoi. Ouais, je comprends. Je veux dire, par exemple, il est pas pire que Kevin Nash, quoi. Ouais, c'est pas pire que Hulk Hogan pré-NWO à la WCW, hein, crois-moi. Ouais. Avec des 8 contre 2 et Hulk Hogan arrive à gagner, s'il te plaît, quoi. Ça se voit que t'es dans la période compliquée, toi. Ouais, c'est dur, ouais. C'est dur.
Non, par contre, Hogan, je suis tombé il y a quelques mois sur des vidéos de ses matchs au Japon, c'est assez incroyable. Oui. C'est pas du tout le même look Hogan en fait. La WCW qui t'enfonce Hogan jusqu'au fond de la gorge. Hmm. Bon, Ah ouais. Goldberg. Hein. Vraiment. C'est. Non, mais de toute façon, ça a toujours été ça dans le catch. T'as toujours eu cette guillemets de rivalité entre les défenseurs du gros catch technique et tout, et puis ceux qui, au final, t'as les Goldberg, t'as les Kevin Nash. Je vais pas mettre Scott Hall dans le même panier parce que pour moi, il était quand même un peu supérieur au niveau technique, mais enfin, tu vois, t'as toute une génération de catcheurs qui, au final. C'est pas si horrible, hein. Si tu lui mets un bon catcheur en face, ça va, quoi. Ouais, mais encore une fois, je suis désolé, mais Goldberg, dans un sens, c'est pareil. Alors, je sais qu'on a déjà eu le débat hors antenne et à l'antenne, mais par exemple, tu regardes son match contre DDP, c'était à Winner 98. Le match, il est totalement cool. Hein. J'ai regardé il y a pas longtemps DTP contre le Bootyman. Je sais pas si tu te souviens de Bootyman. Oula, WCW, non? C'est Brutus de Barber Beefcake. Oui. Il y a un match DDP contre The Bootyman qui dure 20 minutes. C'est une catastrophe. C'est un enfer. Oui, voilà. C'est les 20 minutes les plus longues que j'ai eues de ma vie. Vraiment. Je préfère encore attendre 20 minutes chez le dentiste à rien faire. Mais vraiment. Non, mais ouais. Non, en plus, encore une fois, on le dit à chaque fois, mais la WCW de cette époque, c'était. D'ailleurs, DDP était même pas aussi cool qu'il a été par la suite, en fait. Si je me rappelle bien, à l'époque, il est mid-quart d'heure, il avait pas de. Dans son début de carrière, presque quasi. Ouais. Tout à fait, mais. Ce qui m'éclate, c'est que c'était son début de carrière, mais il était quasiment aussi vieux que je suis maintenant, en fait. Ouais, mais il a commencé très tard aussi. Hein. Ouais, il avait 35 ans. Il avait un an de moins que moi, quoi. Bon bref, on enchaîne avec Payback qui commence à se dessiner parce que mine de rien c'est le 2 septembre, donc il serait temps quand même de commencer à dessiner un peu la carte. Il y a 3 matchs qui sont officiellement annoncés, on va en parler rapidement parce qu'il n'y a pas encore trop grand chose à en dire et puis on pourra sans doute en reparler quand l'événement se rapprochera, c'est-à-dire la semaine prochaine. Rhea Ripley qui va défendre le WWE Women's Championship contre Raquel Rodriguez, c'est le dernier match qui a été annoncé à la suite des événements de Raw. Seth Rollins qui défendra le WWE World Heavyweight Championship contre Shinsuke Nakamura et Becky Lynch qui affrontera Trish Stratus dans un Steel Cage match qui a été repoussé. Dans la base, ils devaient l'annoncer pour Raw, finalement ils l'ont annoncé pour ils se sont dit bon on va le garder pour Payback et voilà. Ouais, à la base c'était même censé être SummerSlam à la base. Oui. Leur match final. Oui. À la base, elle devait avoir un match à SummerSlam et le Steel Cage match en fait il avait été annoncé pour la semaine suivante, et du coup ils avaient décalé le match simple au Raw du lendemain de SummerSlam, ou 2 jours après, parce que SummerSlam c'est le samedi. Et le Steel Cage match devait avoir lieu le Raw d'après, c'est-à-dire le Raw qui vient de passer, et finalement ils l'ont annoncé pour Payback. Ok. Non, bah, ça peut être pas mal. Hein. Je pensais pas dire ça en 2023, mais le run de le run de Trish Stratus c'est plutôt cool en fait. Hein. Stratus d'ailleurs qui est totalement à plein temps, parce qu'elle est même sur les live events et tout. Ah ouais, non, c'est vraiment surprenant, mais dans le bon sens. C'est une dinguerie. Elle a fait la tournée au Canada qu'ils ont fait là et tout. Bon, après c'est logique, c'est une Canadienne, tu me diras, mais je veux dire, elle est quand même présente quasiment tout le temps, elle catch régulièrement et tout. Bah, le truc qui est sympa, c'est que je trouve que c'est une des rares légendes qui a été bookée bleu pour pas simplement faire un run best-of, tu sais. Elle a vraiment je dis souvent justement elle m'a prouvé que j'avais tort, mais je dis souvent que c'est un peu compliqué quand t'es une légende de revenir en tant que heel et pour le coup putain elle fait punaise je suis dans une phase où j'essaie et moi je trouve que c'est une bonne idée de lui avoir mis Zoe Stark qui est du coup une jeune catcheuse qui débarque dans le main roster, ce qui fait que en fait Trish Stratus elle peut être présente toutes les semaines sans forcément avoir besoin de catcher toutes les semaines. C'est-à-dire qu'elle a quand même une sous-fifre, on va dire, sous son truc. Et du coup, c'est intelligent de le faire aussi. Parce qu'en même temps, elle profite un peu de l'aura de Trish Stratus et ça la lance, quoi. Donc, non, mais après, c'est pareil. Le WWE, ça n'a jamais eu pour vocation d'être du catch pur. Donc, entre guillemets, voir des catcheurs régulièrement dans des rôles moins, on va dire, moins actifs, mais quand même présents, c'est pas gênant au final. Non, mais c'est pas gênant. Très bien parce que ça profite à une catcheuse qui sont en train de faire monter, quoi. Tu vois. Ah ouais, clairement. Associé avec Charlotte Flair, par exemple, et enfin, t'aurais pas servi Charlotte Flair, quoi. Ça aurait servi à rien, tu vois. Ouais, en même temps, Charlotte Flair. Non, mais voilà, c'est pour dire, ils auraient très bien pu l'associer à quelqu'un à qui ça lui aurait pas. Charlotte Flair est au storyline ce que Goldberg est au catch pur. Bref, on enchaîne. Dernière info WWE pour cette semaine. Tu en parlais en tout début d'émission. C'est Edge. Edge qui a fait son dernier match lors de SmackDown. C'était quand? C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? Je sais plus. C'était le dernier SmackDown, donc c'était jeudi. Ouais.
Ouais. Bah oui, parce que cette semaine n'a pas encore eu lieu. Il a affronté Sheamus, il a gagné contre Sheamus. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas vu le match. C'est bien ça, ouais. Je suis dégoûté, j'ai été spoilé qu'il y avait son match de retirement à cause d'un youtubeur que je suis. Et j'étais dégoûté. Bon, après, je m'en serais douté vu que c'était l'année dernière déjà qu'il a dit que son dernier match sera à Toronto. Par contre, ce que je savais pas, c'est probablement ce qui va être la suite de la news qui m'a assez surpris quand j'ai vu justement. Il a fait un speech après SmackDown qui a pas été diffusé pour dire que en gros c'était son dernier match probablement à Toronto. Il sait pas pour la suite de sa carrière, il y aura peut-être d'autres matchs, mais en tout cas à Toronto il recatchera plus. Et voilà. Et d'ailleurs en interview après, parce qu'il y a eu quand même plusieurs interviews à la suite évidemment parce que c'était quand même un événement, donc tous les médias un peu autour du catch aux États-Unis ils ont voulu essayer d'interviewer Edge, ce qui est totalement logique et ce qui se fait à chaque fois dès qu'il y a un événement, surtout WWE ou AEW. Edge, il a indiqué qu'il avait besoin de temps pour réfléchir sur son futur et qu'il peut pas être certain que ce soit sa retraite. Et en tout cas, il a indiqué que sa fin de contrat officiellement c'est fin septembre, mais que son contrat, en fait, il a fait tous ses nombres de matchs en fait. Et son dernier match était prévu contre Sheamus, donc officiellement, il peut encore apparaître jusqu'à fin septembre sur les écrans, mais il catchera plus. Donc, je pense pas qu'ils le feront réapparaître parce que ce serait pas logique vu comment ça s'est fini SmackDown. Mais bon. Après, peut-être sur un segment backstage, à la limite, un truc, mais voilà, juste pour une petite apparition de rien du tout, il serait impliqué dans aucune storyline, quoi. Donc, est-ce que ça aurait vraiment un sens? Je suis pas sûr. Bah, de toute façon, le truc, en fait, c'est que je pense que ça va être la transition à EW de laquelle tu parlais, mais quand tu sais ce qui pourrait être la suite, ça paraît logique qu'il ait été entre guillemets, qu'il ait dit que c'était probablement son dernier match et tout, quoi. Je veux dire, c'est pas comme s'il avait pu dire, bah écoutez les mecs, c'est mon dernier match pour la WWE, mais on se retrouve chez la concurrence dans 6 mois, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que Edge, du coup, il voulait rester à la WWE. Ça l'aurait pas dérangé de rester. Il a posé des conditions, sans doute, je sais pas, peut-être un nombre de matchs ou peut-être être un peu plus souvent en vacances, être un peu plus souvent peut-être écarté des écrans, tout ça. En tout cas, il a posé des conditions que la compagnie a refusées. Donc du coup, ça s'est pas fait. Il y a pas d'entente et pas de renouvellement de contrat. Donc ils vont le laisser expirer le contrat. Il aura probablement pas de clause de non-concurrence du coup, puisque c'est une fin de contrat. Quand c'est une fin de contrat, t'as pas la clause des 3 mois sans pouvoir apparaître ailleurs. Et le ressenti du côté de WWE, ce qui est quand même important parce que c'est pas le ressenti du côté d'ailleurs, c'est le ressenti à l'intérieur de WWE, c'est qu'il va aller du côté de AEW dans un très proche futur. Et sachant que ce qu'on peut ajouter, c'est que Tony Khan est un très grand fan d'Edge et AEW cherche à le signer depuis 2019. Ils étaient déjà rentrés en contact avant son retour WWE. Ils étaient déjà rentrés en contact avec Edge. Edge a préféré revenir à WWE parce que c'est sa maison, quoi. Donc il avait quand même dit les gars, moi je vais aller à WWE. Mais on se dit que éventuellement il y a quand même tous les feux sont quand même assez au vert pour qu'il aille du côté de WWE, sachant qu'en plus il y a Christian Cage là-bas, donc les mecs sont archi potes. Même s'ils sont peut-être un petit peu moins ces temps-ci, parce que je crois qu'il y a eu quand même une embrouille et tout, mais bon, voilà. On connaît les embrouilles entre meilleurs amis, hein, voilà, ça va, tu vois. Généralement, Ouais, oui. généralement, bon, faut vraiment qu'il y ait un énorme truc pour que ça aille. Non, mais en même temps, la W, à chaque fois que je me dis, ouais, c'est bon, ils pourront rien faire de plus surprenant, bof, ils te balancent un Rob Van Damme qui vient de nulle part, t'es là, tu fais, ok. En vrai, ce serait cool, hein, mais c'est marrant quand enfin, je dis peut-être une connerie, mais j'aurais eu plus l'impression, tu vois, que c'était genre la WWE qui lui proposait pas de faire assez de matchs, en fait. Ouais. Parce que je sais qu'il avait, il me semble que c'est lui qui avait vraiment demandé à être présent très souvent quand il était challenger pour le titre. On n'a pas eu les informations sur les clauses, enfin sur les. Oui, bien sûr. Les contrats Edge, donc on sait pas. Moi, c'est ce que j'ai supposé, mais après, oui, ça peut très bien être l'inverse. Ça peut être Edge qui voulait être présent ou qui voulait même avoir peut-être un contrôle même un peu plus sérieux sur son booking, qui voulait peut-être choisir ses adversaires, un peu comme Brock Lesnar, tu vois, choisir ses adversaires, tout ça. Enfin, peut-être c'est un truc comme ça, hein, je sais pas, mais en tout cas, la WWE a pas accepté et du coup, ils vont se quitter, je pense, en bon terme parce que c'est pas le genre d'Edge, je pense, de s'embrouiller et de. Ça a pas l'air d'être le genre du gars, mais voilà, en gros, il leur a dit, bah écoutez les gars, on peut pas se mettre d'accord, et puis voilà, je m'en vais, quoi. Bon, après, il faut aussi garder en tête que, mine de rien, il commence à avoir tout tranquillement une petite carrière d'acteur, donc ça peut aussi... avec Percy Jackson, ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu le trailer, j'ai vu des images. Et il avait tourné dans Viking aussi. Ouais, il avait fait Viking, alors c'était il y a plus de 20 ans, mais il avait fait Highlander 4. Ouais,
Oui, non, mais tout ça pour dire que. Il avait un tout petit rôle, c'était vraiment. Oui. Bah, ça m'a fait marrer parce qu'en fait, je me rappelais à l'époque, t'avais eu Adrian Paul, qui est l'acteur qui joue donc le Highlander de la série, donc pas Christophe Lambert, l'autre, qui du coup était apparu à la WWE, qui était dans le public, comme il faisait souvent à l'époque, quoi. Ça se faisait pas mal à cette époque-là d'avoir des catcheurs qui faisaient un peu des apparitions secondaires. Oui, bah ça a toujours été le cas. Parce que les mecs sont un peu cascadeurs, donc au final, ça fait quand même. Ça fait, on va dire, un cascadeur qui est en même temps acteur, quoi. Oui, totalement. Et puis, même sans les côtés cascades, ils ont. La plupart ont une carrure. C'était assez surprenant d'ailleurs, parce qu'en fait, le truc, c'est que Edge, quand tu regardes, bon, maintenant il a pris un peu de muscle, mais à l'époque, t'avais pas l'impression qu'il était tellement carré, en fait. Ouais. Mhm. Mais quand tu le vois dans le film, le mec, c'est une armoire à glace, quoi, en fait. Ouais, en fait, Donc, c'est parce qu'il était à côté des autres qui étaient beaucoup plus baraques, quoi. ouais, c'est ça, en fait. C'est là. C'est comme la taille des basketteurs, ça, tu vois. Mm. Quand tu vois Tony Parker, il t'annonce sa taille et tout, tu dis putain, il est grand. Tu le vois à côté des autres basketteurs, tu fais en fait, il est petit, quoi. Ouais, bah ouais. T'as Shawn Michaels, c'est pareil. À l'époque, t'avais l'impression que c'était, entre guillemets, un point moyen ou un poids léger, mais genre, tu le voyais dans les apparitions, je sais plus quelle série il avait fait, peut-être Alerte à Malibu, peu importe. Mais pareil, le mec, il était massif, quoi. C'était assez surprenant. Bret Hart, pareil, hein, quand il a apparu dans des Oui. séries, tout ça. La Bret Hart, c'est différent. J'ai toujours vu plus carré. Alors, je me demande si c'est peut-être la. Alors, c'est très bête ce que je veux dire. Ouais, c'est peut-être la tenue qui fait ça, tu sais. Le fait d'avoir les bretelles, ça. Enfin, je sais pas. Mais oui, du coup, effectivement, t'as plein de catcheurs comme ça. Tu te dirais pas qu'ils sont si gros que ça, mais. Enfin, gros dans le sens massif, pas dans le sens de la graisse. Où j'en suis dans mon Rewind Catch, par exemple, là, je suis en 96, je viens de passer le WrestleMania avec le fameux Bret Hart, Shawn Michaels. Bret Hart, est impressionnant musculairement. C'est Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, dans le cas de Bret Hart, oui, c'est plus, mais je veux dire, genre, tu voyais Michaels. Alors, si déjà Michaels, il est super carré, alors que tu vois clairement qu'il est moins carré que Bret Hart, t'imagines, tu tombes sur Bret Hart dans la rue, mais le mec, il est obligé de passer de côté pour les portes, quoi. Pour faire un aparté, musculature, tout ça, où j'avais été plus impressionné, c'est quand j'avais été voir le live event WWE à Toulouse. Il y avait encore Ryback, je te jure, j'ai vu Ryback descendre du bus. Le mec, c'est une armoire, quoi. Alors moi, il était de ouf carré par rapport à tous les autres, pourtant les autres étaient musclés, hein. Mais Ryback, c'était impressionnant. Alors moi, c'est marrant, je me rappelle quand j'avais vu le live event, qui était, je crois que c'était à Strasbourg, enfin, s'il y a des années, c'était la période où Edge feudait avec le Taker, ça devait être après WrestleMania, le match qu'ils avaient eu. Et le Big Show, je l'avais pas trouvé si grand que ça, en fait. Bah, je sais pas, ça m'avait un peu surpris. Mais par contre, j'étais impressionné, quoi. Ah oui, bah. Quand il est descendu du bus, t'as l'impression que le bus, d'un coup, il est monté, tu sais, les suspensions, elles sont remontées de 10 cm, quoi. Tu vois, c'est impressionnant. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, comme on les voit souvent, entre guillemets, dans un cadre où ils sont avec des personnes au moins autant baraques qu'eux, tu te rends pas compte, mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu les vois face à des gens lambda, forcément, ça change tout de suite, quoi. Ouais, clairement. Bon, en tout cas, pour en revenir à Edge, il y a quand même pas mal de feu au vert pour un retour. Avec Christian qui est extrêmement chaud du côté d'AEW en ce moment. Il y a peut-être un truc à faire. Hein. Après. Là, ce qu'il a balancé, c'est Nick Wayne qui l'a balancé. Ouais, de toute façon, il est mort. De toute façon, je savais pas qui c'était avant de te rencontrer, donc il devait pas être si bon que ça. Non, mais Christian, il fait un boulot. Bah, c'est pareil, niveau catcheur qui s'est réinventé. Quand tu regardes, là, sur son run AEW, Christian, il est pas mal, hein. Ouais. Avec son truc. Mais ouais, non, le truc, c'est que, comme je disais sur Twitter, justement, je crois, il y a 2-3 jours, quand tu regardes depuis le retour de Edge, bon, je sais qu'il y a eu une blessure où il était pas là pendant, je crois, 10 mois, mais il a pas eu un mauvais match, quoi. C'est assez hallucinant. Après, ils ont tenté le heel turn, mais comme tu dis, quand t'as une légende, c'est toujours très compliqué. Oui, et même malgré le fait que ça n'a pas marché, la qualité in-ring, elle a vraiment été bonne. Et même, j'ai limite l'impression qu'il était meilleur qu'avant de partir, tu vois. Ça n'a pas forcément marché, le heel turn, mais au moins, ça, comme il n'a pas tourné seul, parce qu'il a entraîné d'autres gars avec lui, ça a relancé d'autres gars aussi, donc au final... Ça... Ah bah, le Judgment Day, il lui doit tout, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça n'a pas été inutile, quoi. Ouais. Donc au final, bon... Voilà, on va dire que c'est un demi-flop, mais c'est surtout un demi-flop pour Edge, mais ça n'a pas été un flop pour le groupe. Oui, on va dire que c'était un flop relatif. Voilà, c'est ça. On va enchaîner du côté de AEW. Putain, je vais y arriver, hein, je vais arrêter d'avaler les mots, ça serait bien. Du côté de AEW, du coup, pour enchaîner, on a fait la transition avec Edge. Peut-être qu'on reverra du côté de AEW dans un proche futur. Avant de parler de All-In, quand même, on va faire un petit point sur la carte de All-In, parce que voilà, il est quand même
Il y a quand même ça aussi. Puis la semaine prochaine, il faudra qu'on parle de Payback et des All Out. Hein, donc ça va faire. Ah ouais, non, bah là, Ils, ils on sont, va avoir du taf. AEW là, ils sont chauds. Hein. Merde, Mm. mon filtre de mon micro, c'est pas grave. AEW, du coup, quelques petites infos avant de parler de All In. QT Marchand qui est devenu il y a très peu de temps Triple A Latin American Champion, donc du côté du Mexique. Et ça a bien marché apparemment puisque AEW envisage de le pusher un petit peu, en tout cas de le remettre un petit peu plus en avant. Bon. Oubliez sa gimmick de QTV par contre parce que la gimmick elle est naze. C'est même pas de la hit, c'est de la go hit en fait. C'est mal, enfin je sais que c'est volontairement surjoué et tout, mais c'est cringe à mort en fait, je trouve. Moi j'aime bien QT Marshall, je trouve il est tellement. Ah oui, il est excellent et c'est un excellent heel, mais la gimmick QTV, comme dit, c'est juste cringe à mort en fait. C'est même pas, c'est du niveau. Et pourtant c'est mon genre de film habituellement, mais j'ai l'impression de voir les films sci-fi, tu sais. Des trucs super mal joués, sauf que dans les films sci-fi, au moins il y a des requins d'images de synthèse, quoi. Alors que là, c'est juste chiant. Mm-hmm. Du coup, bon, AEW va le pusher un petit peu. En même temps, il part quand même de très très bas parce que c'est quand même le low card d'AEW. Donc ils vont le pusher un petit peu, le mettre un petit peu en avant. D'ailleurs, il a un match 1 contre 1 à Rampage pour défendre sa ceinture contre. Alors, comment il s'appelle le luchador Commander. Gravity. Ah, Gravity, oui, je confonds les deux. Gravity. Donc il va défendre son titre demain contre Gravity. Match qui a déjà été enregistré parce que bien sûr là ils ont enregistré tout. Ils ont enregistré Rampage, Collision, ils ont tout enregistré parce qu'ils partent. Ils sont partis en Angleterre. Là. Donc il fallait tout enregistrer. Du coup, autre info avec Thunder Rosa qui est toujours blessé, on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, toujours pas apte. Ça devrait se rapprocher, mais bon, on sait pas trop quand. La AEW en fait qui veut la mettre challengeuse pour le titre féminin de AEW puisqu'elle n'a jamais perdu ce titre-là, et du coup ils veulent continuer un peu dans la logique des choses en disant bah elle est quand même légitime à avoir un match pour le titre. Donc quand elle va revenir, il faut s'attendre à ce que Thunder Rosa ait assez rapidement un match pour le titre féminin de AEW. Ils restent dans leur logique et c'est une logique tout à fait respectable en tout cas de mon point de vue. Je sais pas ce que. Bah oui, non, c'est cool. Bah, je veux dire, après, si on part du principe que niveau une storyline, Punk a entre guillemets gardé son titre, voilà, c'est le. Il y a eu ça aussi que c'est passé cet été, il s'en passe des choses. Hein. Ouais. Non, mais en vrai, je suis. The Real World Championship. En vrai, je suis gros partisan quand t'as des blessures comme ça de dire genre. Bah voilà, on oublie les histoires de champions intérimaires parce que je trouve que c'est un peu, c'est pas très cohérent. Par exemple, tu prends le cas là, de la WWE avec le titre féminin par équipe, Piper Niven qui remplace zut, Sonya Deville, voilà. Je trouve pas ça logique en fait. Donc après les Bleus a juste fait le coup du champion intérimaire si je crois. Je trouve qu'ils l'ont pas trop mal booké en fait parce que Piper Niven elle s'est quand même auto-imposée directement. Quand t'as plus de tag team partner, je prends sa place. Tu vois, il y a pas eu de. Oui, mais ça, entre guillemets, ça a pas de logique. Ça a pas de logique, sachant que par le. S'il faisait ça à chaque fois, ok, mais genre, bon après je sais qu'il voulait pas faire de répétition, mais il y a je peux comprendre la logique en fait de Piper Niven, tu vois, qui vient un peu intimider Chelsea Green. Oui, non, mais je te dis pas forcément que c'est pas logique, je te dis juste que c'est pas cohérent avec ce qui a été fait par le passé. Mais ce que je veux dire pour finir ma phrase et ce que je voulais exprimer, c'est que personnellement, ce que je ferais, moi, c'est zapper le principe de champion d'intérim. Par contre, faire un système qui dit par exemple, bon bah voilà, machin est blessé, il y a des champions, peut-être un nouveau, 3 nouveaux, 4 champions entre temps. Par contre, quand la personne revient, elle est automatiquement challenger, tu vois. Et après, elle gagne, elle perd, voilà, peu importe. Mais je trouverais ça plus logique que de dire, bon bah voilà, on va créer un championnat par intérim et on va faire confronter le champion par intérim et la championne quand elle revient, quoi. Et tu fais un comparo par exemple avec l'UFC qui est un univers différent mais qui garde un esprit compétitif. Quand il y a un champion comme ça qui perd sa ceinture sur blessure, généralement, quand ils le font revenir, ils lui font un petit match histoire de le remettre un peu en route. Et généralement, le match d'après, il a déjà le match pour le titre en fait. Bah oui, voilà. Et si l'UFC le fait, alors que bah, jusqu'à preuve du contraire, l'UFC c'est du vrai combat, pourquoi les promotions de catch on n'inspirerait pas en fait? L'UFC justement essaie de respecter un certain ranking. Tu t'arrives pas comme ça de nulle part et t'es challenger quoi. Oui, bien sûr, mais bon, après, j'imagine que ça dépend des blessures, que ça dépend. Bien sûr, honnêtement, en free fight, je m'y connais pas.
y a plus de blessures à l'UFC que dans le catch. Hein. Oui, bah c'est un peu logique. Mais après, j'imagine que quand tu dis ça, c'est dans des blessures, genre la personne gagne quand même le match, parce que si elle perd le match sur une blessure, elle perd le titre, quoi, je pense. Voilà, oui, Ouais. bien sûr. C'est Ok. si elle est championne et qu'elle se blesse, par exemple, pendant son entraînement, ou... D'accord, ok. Oui, c'est plus logique, quoi. le titre, des fois, ils sont déclarés vacants parce que bah, le mec, il peut pas défendre son titre. Ça arrive, quoi. Ouais, c'est plus logique, oui, effectivement. Ouais. Bah, quand il revient, bah, ils lui font un ou deux matchs, un peu, voilà, des petits matchs, on va dire, un peu de remise en route, et puis après, bah, c'est direct, le mec, c'est un gros nom, donc c'est forcément une tête d'affiche direct, donc bah, il est... Oui, bah oui. Garde, Oui, après, faut garder en tête que malgré le fait que ça soit du legitimate fighting, ça répond aussi. Ouais, voilà, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a des mecs à l'UFC, par exemple, tu peux réussir sans aucun charisme. Hein. C'est juste que si t'es vraiment très très fort, t'écrases tout le monde, quoi. Enfin, Bah oui, clairement, clairement. Après, les débuts de l'UFC, par exemple, les débuts de l'UFC, là, c'était les Graciers, là, les Brésiliens, là. Ils sont arrivés, ils ont détruit tout le monde alors qu'ils ont un charisme d'huître, quoi. ouais, mais encore une fois, c'est moins gênant dans le cas dans le cadre d'un vrai combat entre guillemets. C'est un autre sport, hein, c'est pas le même sport. Oui, voilà, oui. Il peut y avoir des passerelles quand même un peu entre les deux, donc on peut Ah faire, oui, clairement. Mais... on peut quand même faire quelques comparatifs et. Après, à mon avis, les monstres de charisme, genre les McGregor, tout ça, ils restent quand même relativement en retrait par rapport aux mecs lambda, quoi. Ouais, là, McGregor, par exemple, il dit je veux bien faire un combat à l'UFC, je pense que le gars, il a assez vite un gros match, hein, tu vois. Ah oui, bah oui, oui. Oui, après, c'est. Voilà. C'est logique. Mm. Bref, on en revient à la EW. On a encore deux petites infos avant de passer à la carte de All-In qu'on reviendra rapidement dessus. Voilà, assez vite. Mhm. Lors de Dynamite hier soir, il s'est passé deux événements principaux globalement. Avec Air Fox qui a été expulsé de Mogul Embassy lors de Dynamite hier soir. Avec Sir Strickland qui était pas content du coup qu'il ait perdu son match. Et du coup, il a dégagé. Hein. Il l'a dégagé totalement. Bah, tout à l'heure, on parlait de Heel Turn qui aura pas duré longtemps. Bah, apparemment, c'est aussi expliqué parce que le fait que je pense que Air Fox il pouvait pas aller en Angleterre, à mon avis, je pense. Parce que Tony Khan avait dit en interview qu'il y aurait des changements sur la carte de All-In parce qu'il y a pour des faits un peu extérieurs de son fait quoi. Il pouvait pas trop. Enfin, en gros, il est pas revenu en détail, mais il a dit il y aura des changements imposés par les éléments extérieurs. Quoi. Donc Air Fox, je pense, en fait partie. Je sais pas pourquoi, mais a priori Air Fox, je pense que. Ouais, c'est toujours des questions de visa, des trucs comme ça, non? Ouais, oui, je pense. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec Ray Phoenix aussi, du coup, qui peut pas être à All-In parce que Ray Phoenix, en fait, j'ai l'explication. En fait, il est, si tu veux, c'est un Mexicain et il est en train de faire ses papiers en fait pour être résident américain. Et d'accord. Donc, pendant qu'il est en train de faire ses papiers pour être résident américain, il peut pas avoir de visa pour quitter le pays parce qu'en fait, ça compliquerait les procédures. Enfin voilà, donc ça serait très compliqué. Il pourrait, mais ça serait très très compliqué. Enfin, tu peux pas dans un si petit laps de temps en tout cas. Et puis ça. Ouais. Donc du coup, Ray Phoenix non plus ne sera pas all-in. Je sais pas s'il avait un match de prévu à la base. Bah, il me semble qu'il était dans le Stadium Stampede, non? Ouais, peut-être. Ouais. Il me semble, hein. C'est possible. Ils ont mis qui à la base? Ils ont mis. Bah attends, de toute façon, t'as oui. Ouais, c'est Orange Cassidy, je pense. T'as les Best Friends. Ouais, parce qu'il y avait les Best Friends, Penta, Eddie Kingston, et ouais. Du coup, ils ont mis Orange Cassidy à sa place. C'est ça, ça doit être ça, ouais. Ouais, je pense. Ensuite, bah, du coup, ça va aussi impacter Stadium Stampede, la news suivante. Même si on reviendra un peu sur le Stadium Stampede match un tout petit peu plus tard. Santana et Ortiz qui ont fait leur retour lors de Dynamite hier soir en attaquant Eddie Kingston et Penta El Cerro Miedo. Faut quand même savoir que Santana et Ortiz avaient des problèmes personnels entre eux, ils voulaient plus trop être potes. À mon avis, non. Non, t'as l'impression, enfin, c'est peut-être parce que du coup j'y vois trop, parce que je suis les news. Mais non, c'est juste que, genre, les deux ils sont pas arrivés en même temps, ils sont arrivés genre en décalé, et t'as limite l'impression qu'ils faisaient tout pour ne même pas être dans le regard de l'autre en fait. Oui, ou alors ils sont en train de dire, ils en jouent justement aussi. Je sais pas, après c'est totalement possible que entre guillemets, je projette ce que je sais ou ce que je crois savoir, mais quand tu vois le segment, t'as vraiment l'impression que, toi, c'est pas... genre ils sont pas revenus tous les deux avec leur musique d'équipe, il y en a un qui est revenu sans musique si je dis pas de conneries, l'autre est venu avec sa musique. D'ailleurs, il y en a qui ont blagué sur Twitter en disant Beau Dallas et All Elite. Parce que quand il arrivait avec ses lunettes de soleil, on aurait cru Beau Dallas. Ouais. Non, t'avais pas de... T'avais aucune, comment dire...
cohésion, ne serait-ce que dans la tenue, tu vois, t'as l'impression vraiment que c'est deux mecs solo. Il y a peut-être à voir comment ça va évoluer, mais on verra bien. Ah oui, bah de toute façon, c'est cool qu'ils soient de retour parce qu'en équipe ou pas, ils sont quand même vraiment cool et sur le ring, ils sont vraiment cool à voir. Mais c'est vrai qu'effectivement, encore une fois, je peux me tromper, hein, c'est peut-être que c'est ce qui est voulu aussi, mais tu sens vraiment qu'il y avait ce côté, faut pas qu'ils soient trop poches l'un de l'autre, quoi. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, Santana était absent depuis plus d'un an et Ortiz était absent depuis le mois de mars. Donc les deux sont de retour. Et si jamais vraiment ils arrivent à s'entendre en tant que tag team, c'est un bon renfort pour la division tag team. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Là, c'était une bonne équipe, donc après. Des équipes, on en a pas mal en fait. Là, j'aimerais vraiment voir ce qu'ils pourraient donner sur un run solo. Ou alors il y en a un des deux qui va se retourner sur l'autre et ils vont lancer une rivalité, c'est possible aussi. Hein. Oui, mais bon, ça serait. Dans tous les cas, si ça donne après un run solo, c'est entre guillemets, c'est toujours ça de prix, quoi. Bon, All-In. All-In qui a 11 matchs sur la carte en comptant le match du pré-show. Qui est un match dans le pré-show. Qui est pas un match dégueulasse en plus. Un match du pré-show du coup aussi open, donc Kyle Fletcher et Mark Davis qui vont défendre les ROH World Tag Team Championship contre Adam Cole et MJF qui ont droit à un autre match un petit peu plus tard sur la carte d'All-In en plus. C'est risqué hein, parce que si jamais il y en a un des deux qui se blesse par exemple lors du... c'est très risqué de faire ça. Hein. Je suis curieux de voir où ça va, où tout ça va mener en fait. Moi je pense qu'aussi Open va garder les titres qu'il arrive. Oui, ça... Adam Cole et MJF. Ouais, je sais pas. Enfin après, peut-être que c'est la technique de on tend la corde jusqu'à ce que l'élastique pète, mais honnêtement, la storyline a déjà pris une tournure que je pensais pas, donc non, je sais pas. On sera peut-être surpris. Bah improbablement, mais peut-être. C'est un match qui devrait mettre une bonne ambiance en tout cas. Oui, bah. Aussi Open a une grosse popularité en Angleterre en plus, donc. Oui, et puis MJF, c'est une machine hein, à ce stade. C'est peut-être le worker le plus over. Ah, puis le Adam Cole bébé dès le début du show. Voilà. Ouais, non, gros potentiel. Ça va bien chauffer le stade, je pense. Ouais, gros potentiel. Ensuite, FTR contre les Young Bucks. Bon, les matchs sont peut-être pas forcément dans l'ordre, hein, évidemment. FTR contre les Young Bucks pour les titres tag team de AEW. Ça risque d'être une dinguerie comme d'hab, hein, FTR. Ouais. C'est dommage que les Hardys aient été un peu perdus dans le mix. Je crois que idéalement, ça aurait été. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que idéalement, ça aurait été cool que ça soit un triple threat tag team en fait. Oui, dans le mais là, les Hardys, de toute façon, sont entre guillemets dans l'enfer du mid-card, donc. Jeff Hardy, c'est Jeff Hardy qui bloque, hein, parce que je pense que s'ils avaient pu, ils auraient peut-être mis les Hardys là-dedans, mais c'est juste que Jeff Hardy peut pas quitter les États-Unis, donc. Ouais, non, c'est dommage. Fatal 4-Way match, ils appellent ça des 4-Way, hein, ils appellent pas ça des Fatal 4-Way du côté d'AEW, mais 4-Way match pour le titre féminin de AEW avec Hikaru Shida qui va défendre son titre contre Toni Storm, contre Saraya et contre Britt Baker. Ça risque d'être intéressant aussi. Bah, je t'avoue que j'aime bien parce que là, en y réfléchissant, je me dis qu'il y a. Alors, Britt Baker, je pense pas. Britt Baker, je pense pas, mais en même temps, je pensais pas qu'Hikaru Shida regagnerait le titre. Mais ça peut être une opportunité pour Saraya de gagner le titre, je sais pas. Je sais pas. Il va y avoir embrouille avec Saraya et Toni Storm par contre. Bah, je sais pas. J'aime beaucoup le personnage de Toni Storm en ce moment, j'ai vu des vidéos incroyables. Elle fait un taf de ouf. Non, bah les Outcasts, les Outcasts, ça fonctionne pas mal. Hein. Puis pour une fois, on a un truc qui est légèrement différent dans la division féminine, donc on va pas se plaindre. Hein. Il y a Ruby qui est un peu en retrait, malheureusement. Mais bon... Ouais. Elle est un petit peu plus en retrait que Toni Storm et Saraya, quand même. Bref, c'est pas. au fin de match, tag team, Sting et Darby Allin qui vont du coup affronter Swerve Strickland et Christian Cage qui du coup prend la place de AR Fox dans ce match. Parce que Christian Cage, quoi. Parce que pourquoi pas. Parce que... Je pense pas qu'ils vont donner sa première défaite à EW à Sting sur All-In. Il y a eu une interview de Tony Khan qui a dit en gros Sting, en gros c'est un peu lui qui décide. En gros, c'est ce qu'il a dit, Tony Khan. Il a dit même sur sa fin de carrière, c'est pas moi qui prendrai la décision de mettre fin à sa carrière, c'est un peu lui qui décide. En gros, c'est en gros ce qu'il a dit en interview. Donc je pense que Sting est un peu décideur. Donc si Sting dit
Vas-y, laissez-moi perdre, c'est pas grave. Voilà. Bah, je sais pas, mais en tout cas, s'il y a un mec à la AEW qui mérite entre guillemets le creative control, je trouve que c'est Sting. Et Sting, je serais pas. Et franchement, ça me buterait pas et ça me rendrait pas mal de voir Sting champion du monde. Non, ça arrivera pas. Franchement, Ça arrivera pas. mais ça me choquerait pas. Ouais. Je trouve même, je Non, trouve ça très crédible. non, franchement, Moi, ça me choquerait non. pas. Non, parce que le truc, c'est que malgré le fait qu'il ait pas une seule défaite, tu sens vraiment que son, Ouais, entre guillemets, son objectif, c'est de mettre Darby Allin en avant, en fait. Petite tag team avec Darby Allin. Oui, à la rigueur, plus déjà, mais bon. Le truc, en fait, c'est que ça dépend comment ils veulent faire pour gérer, entre guillemets, sa défaite, puisqu'en plus, on a eu pas mal de catcheurs AEW, justement, qui ont eu leur première défaite dans les mois qui viennent de s'écouler. Mais le problème, en fait, c'est que si tu le mets champion, comment dire, dans un sens, tu spoil toi-même ce qui va se passer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tant que tu le mets pas dans des matchs de titre, de défense, de championnat, bah à la rigueur, tu peux te dire il peut gagner et tout, surtout que bon, c'est devenu un peu. C'est pareil, tu vois un match de Sting, à mon avis, pas pour le voir perdre, tu vois un match de Sting parce que bon sang, c'est Sting et c'est incroyable qu'ils soient encore là en 2023, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Après, là, par exemple, je serais pas étonné qu'il fasse un Sting Christian Cage, tu vois. Ah oui, ça serait pas. Mais après, Sting, je crois pas qu'il ait eu de match solo. Il a peut-être eu un match solo depuis. Je sais pas du tout en vrai. Je crois pas. Hein. J'ai pas toute la Non, il me semble qu'il a eu que des tag teams. Hein. J'ai pas toute la liste des matchs de Sting à EW. J'ai pas de. Là, je suis en train de réfléchir. Non, je crois pas qu'il ait eu de match solo. Hein. Je cherche. Je regarde. Non, je crois pas. Mhm. Beaucoup de tag team. Ouais, il y a eu que de la tag team. Que Ouais. Darby Allin quasiment d'ailleurs. Mhm. Punk aussi des triple straight, des 3 contre 3. Mhm. Il y a eu en équipe avec les Hardy contre l'Andrade, enfin la famille Andrade là. Après il y a eu il avait fait équipe avec Shingo et Darby Allin lors du Forbidden Door 2022. Il avait été faire un petit match à la Noah justement encore avec Darby Allin et le Great Muta en tag team. C'est pour le dernier match du Great Muta. Ouais, en gros, voilà. Oui, de toute façon, Ouais, malgré le fait qu'il soit, malgré le fait qu'il se soit incroyable, enfin impressionnant, sa condition physique et le fait qu'il fasse encore des matchs, sur un match solo, ça marcherait pas, je pense. C'est pas, je pense plus qu'il puisse faire des matchs solo. Là, c'est impressionnant les matchs tag team parce qu'il tape des spots assez impressionnants, mais au final, les matchs reposent pas sur lui en fait. Enfin, ça me fait penser un peu à PCO, mais PCO, la différence c'est que lui il fait des matchs solo. Ouais. C'est un peu le même style en vrai. Après, le physique est pas le même. Hein. Ouais, c'est pas pareil. PCO est peut-être un peu plus jeune, non d'ailleurs. Oh, il doit avoir la cinquantaine passée quand même aussi. Hein. Oui, il est plus jeune, oui. Oui, il doit avoir 55 ans à tout péter. Sting, il a plus de 60 ans quand même. Hein. Il est quand même plus jeune, PCO. 55 ans, PCO. Ouais. Donc voilà, mais voilà, en bref. Match suivant avec la Golden Elite, donc Kota Ibushi, Kenny Omega et Hangman Adam Page, qui vont affronter le Bullet Club Gold, Jay White et Juice Robinson et Konosuke Takeshita. Ce sera un trios match. Non, match à 6 du coup. Oui, trios. Ah oui, autant pour moi, oui. Oui, bah pourquoi pas. Hein. Mais j'ai du mal. Ils vont partir sur Omega Takeshita 1 contre 1 à All Out. Hein. Oui, il y a de fortes chances, ouais. Ouais, mais ça peut être sympa. Je suis entre guillemets content qu'il n'y ait pas les Guns parce que j'ai beaucoup de mal avec eux. Mais honnêtement, je crois que. Alors, je suis désolé, j'essaie de plus dire de gros mots, mais je vois pas la version polie de dire ça, mais c'est un peu le délit de cette gueule en fait. J'aime pas leur tronche. Ibushi Omega en tag team, ça va être incroyable. Ah ouais, ça va être sympa. J'aime un peu moins Adam Page. Hein, je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal. Après, je reconnais que c'est un très bon catcheur. J'ai un peu de mal avec Adam Page, mais je reconnais que. En fait, Jay White est très très fort. Juice Robinson, c'est quand même très très bon. Konosuke Takeshita, c'est incroyable. Et il est encore très très jeune en plus. Konosuke Takeshita, ça va être une. Un gros potentiel, hein. Gros potentiel. Ça va être une dinguerie, hein. Vraiment. Stadium Stampede match, on en parlait un tout petit peu plus tôt, avec les Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent, et du coup Orange Cassidy qui fait aussi plus ou moins partie des Best Friends, hein. Il est toujours là. Oui. Ou de chaos, selon. Penta El Zero Miedo et Eddie Kingston, qui vont affronter le Blackpool Combat Club, donc John Moxley, Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta, Ortiz et Santana. Savoir que normalement, à l'origine, il y aurait dû y avoir peut-être Bryan Danielson dans ce mix-là, mais avec la blessure, pas possible.
Bah, il aurait dû. Par contre, il sera présent parce qu'il a fait le voyage, parce qu'il est un peu booker et tout, donc il a quand même fait le. Ah, bah, depuis que tu avais parlé de la rumeur il y a quelques mois, moi je veux revoir un Danielson McGuinness. Donc, Et McGuinness d'ailleurs qui a repris l'entraînement in-ring, donc. La EW, t'as l'impression que c'est un fan de catch en fait qui joue avec les vieux modes saison des SmackDown vs Raw en fait. Là, je pense que ça va être un peu short pour qu'il y ait un Danielson McGuinness même qui pop en match surprise. Oui, non mais le truc le plus cool c'est que McGuinness ait repris l'entraînement en fait. Ah, s'il y a un Danielson McGuinness, je pense que McGuinness s'il reprend, c'est juste pour Danielson. Hein. Je pense pas qu'il veut un autre match. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait un autre match qui l'intéresse. Ouais, Moxley peut-être. Ouais, Moxley McGuinness. et peut-être qu'il en fera d'autres, mais je pense que le premier, ce sera Danielson. Si jamais il en fait un, en tout cas, enfin, je pourrais presque mettre ma main à couper que Danielson, McGuinness, si vraiment il s'entraîne, c'est pour Danielson, quoi. Alors, excuse-moi, je la fais toutes les semaines, mais je suis littéralement en train de me liquéfier, donc je propose qu'on essaye d'accélérer un petit peu, de pouvoir finir une dizaine de minutes. Il reste 5 matchs sur la carte de ligne, et puis après on a terminé. Donc... Ça marche. Chris Jericho, Will Ospreay, match 1 contre 1, il y a une très très grosse tension entre les deux depuis 2-3 semaines. Ça va péter, ça va être forcément un très très gros match, avec Will Ospreay d'ailleurs, faut savoir quand même, Will Ospreay, il a le record de match à plus de 5 stars de toute l'histoire. Juste pour la petite info. Hein, vraiment. Alors, je suis curieux de savoir avec ce match si ça va être genre Jericho qui va vraiment se défoncer et nous sortir un classique, ou si c'est Ospreay qui va devoir un peu baisser son catch pour être raccord avec Jericho. Je sais pas. Moi, honnêtement, je sens que ce match-là, il va être très 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 fort. Un gros potentiel. C'est pareil, dans la catégorie des catcheurs qui ont plus de 50 ans et qui continuent à être impressionnants, Jericho, il en fait partie, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le catch de Jericho, je m'attends. Il a su évoluer comme il fallait, quoi. Oui, mais je m'attends pas à voir un match du calibre de Omega Ospreay. Oui, voilà, ouais. C'est pas lui qui va porter le match physiquement, on va dire, je pense. Oui, voilà, ouais. Donc oui, non, mais je pense que ça va être un très très gros match. Ça risque d'être assez fou l'ambiance. Je veux pas être le match qui suit ce match-là, en fait. Oui. J'espère que la carte, ils vont bien la construire dans le bon sens, avec les matchs dans la bonne place. Parce que je veux pas être le match qui a derrière Jericho Ospreay. Hein. J'avoue qu'au niveau de la carte, bon, je le redirai peut-être quand on aura fait l'herbe, mais je trouve que la carte est pas si. La carte est carrée, mais je retrouve. Le fait qu'on s'attende pas à grand chose, justement, je pense que ça va être une dinguerie. Ah oui, non, mais la qualité des choix W est très bonne, mais je trouve que t'as moins ce côté. Encore une fois, je suis désolé, je me la jouer Vandame en utilisant le terme anglais, mais le premier all-in, c'est un peu ce qu'on appelle Lightning the Bottle, tu sais. Et là, ce show va être probablement très cool, mais j'ai moins l'impression que t'as ce côté. Après, c'est sans doute le fait d'avoir all-in et all-out qui se suivent aussi. Honnêtement, même pas. Parce que s'ils avaient eu qu'un seul show, par exemple, t'aurais eu Omega Takeshita en 1 contre 1 des all-in, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que le premier all-in était entre guillemets incroyable, même dans la jeunesse du projet, et là, j'ai un peu plus l'impression que. Parce que c'était frais aussi, la AEW. Oui. Tu te dis, bon, voilà, t'es habitué en fait. Tu commences à prendre l'habitude. Parce que toutes les cartes de gros shows sont incroyables. Mais si tu t'écartes en effaçant le côté, c'est la AEW, on te met une carte comme ça, c'est quand même assez ouf, quoi. Oui, non, je suis d'accord. Je dis pas que le truc va pas être ouf. Je te dis juste que j'ai moins cette impression de truc incroyable et improbable qu'il y avait eu avec le premier all-in, quoi. Mais je pense que ça va être quand même, ça va être très très fort. Parce que justement, quand il y a moins d'attente, généralement, c'est là que c'est très très fort. Ah bah ça va être ouf, hein, de toute façon. Mais quand tu vois les noms impliqués, oui, mais bon. Ensuite, match suivant, match qui a beaucoup d'histoire, surtout du côté de la Ring of Honor, entre CM Punk et Samoa Joe, pour le Real. Parce que j'ai fait un peu un mélange de français et d'anglais. Le Real AEW World Championship de CM Punk. Bien sûr, hein, que CM Punk s'auto-proclame vrai champion du monde. Et qui va défendre du coup sa ceinture contre Samoa Joe. Il y a énormément d'histoires entre les deux. Est-ce que ça va être aussi impactant que les matchs qu'ils ont eu à l'époque à la Ring of Honor? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça risque d'être quand même très très bon. Ouais. Ouais, non, ça peut être. Des fans de AEW qui font une pétition pour que Samoa Joe fasse son entrée avec sa tenue de la série Twisted Metal. Ça assez... Non, mais vu que la AEW est capable de te ressortir de temps à autre des petits. Des gros coups de nostalgie dans les dents en les faisant utiliser les thèmes d'entrée vraiment de l'époque. S'il utilise son thème d'époque de la Ring of Honor, mais je pop comme un malade. Samoa Joe, ça peut être une dinguerie, vraiment. Ouais. Il est trop sous-estimé, Samoa Joe. Même à la AEW, il est trop sous-estimé. Ah bah clairement, ouais. Non.
C'est un Clairement. des meilleurs catcheurs. Mais vraiment, si tu le libères, c'est un des meilleurs catcheurs. C'est un des meilleurs catcheurs qu'ils ont dans le roster. Hein. Bon, après, il faut quand même garder en tête qu'il est plus aussi jeune qu'il était à l'époque. Ah ouais, non, mais il est Ça joue. Ça joue. il est très très fort. Match pour les titres trio avec la House of Black composée de Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews, accompagné par Julia Hart, pardon, qui vont affronter The Acclaimed, donc Anthony Bowens et Max Caster et Daddy-Ass Billy Gunn pour les titres trio. Du coup, je vois bien, honnêtement, je sais pas comment pour pas décrédibiliser la House of Black, mais je vois bien The Acclaimed et Billy Gunn remporter le titre. Ouais, je pense que ça se gère ça. Je sais pas comment, parce qu'il faut pas trop décrédibiliser la House of Black, parce que bon voilà, sinon. Je te dis en soi, bon, la House of Black qui perd un peu contre des mecs qui font un peu les clowns, voilà. Non, les Acclaim sont l'équipe la plus over du roster. Non, franchement, ça serait pas. Ah, puis Daddy-Ass Billy Gunn, ils l'utilisent très très bien, la EW aussi. Ouais, bah comme tous les légendes qu'ils ont en fait. Hein. Non, en vrai, Il est pas mauvais encore en plus, hein, c'est ça le pire quoi. Oui, bah oui. Il est encore. Non, mais le truc en fait, c'est que le titre trio, j'ai l'impression qu'ils ont. Ils ont peut-être été un poil trop rapides en faisant en fait. Parce que quand tu regardes au final des vrais. T'as pas mal de clans effectivement, mais t'as pas vraiment d'équipe d'A3 en fait. Donc. Il y a les Best Friends avec Cassidy, Trent et Taylor. Ouais. Et tu peux assez difficilement faire la The Elite avec Omega et. Oui, bien sûr, mais t'en as pas tant que ça en fait. T'en as pas tant que ça. Pas faux. C'est pas faux. Dernier match, mais avant-dernier match au final, parce qu'il y en a un qui va être annoncé lors de Rampage, ou lors de Collision d'ailleurs. Mais je vais pas spoiler pour pas. Ah oui, non, me spoil pas, s'il te plaît. Même si moi j'ai l'affiche sous les yeux, je sais très bien ce que c'est, mais je vais pas la spoiler. Il y a une affiche qui va être ajoutée. Voilà, juste ça, hein, vraiment. Ça, c'est pas un spoil de dire il y a une affiche qui va être ajoutée. Oui. Le main event, du coup, MJF qui va défendre son titre de champion du monde contre Adam Cole. Sachant que les deux font tag team, comme on l'a dit, dans le pré-show. Je trouve ça très très risqué, honnêtement, de les mettre en tag team. Parce que imagine, il y en a un des deux qui se blesse, c'était un peu niqué quand même. Mais bon, après, c'est des catcheurs très très beaux, je pense qu'ils vont quand même faire attention, mais on n'est jamais à l'abri quand même. Alors, en vrai, ce match, je le vois même pas finir par entre guillemets un heel turn ou quoi que ce soit. Enfin, je le vois plus entre guillemets être interrompu à cause de Roderick Strong ou un truc du genre. Moi, je sais pas. Honnêtement, je pense que ça va être à peu près clean entre les deux. Enfin, ils vont se faire des crasses, mais les deux, l'un ou l'autre. Et par contre, ce que je pense, c'est que il peut se passer un ending assez fou avec quelque chose totalement inattendu ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, Goldberg qui arrive par exemple. Ouais, qui démolit les deux, il se tire les deux, il lève le titre. La ceinture, c'est moi, le prochain challenger. Jeff Goldberg. Non mais on se marre, mais ils sont capables de le faire, hein. Tu fais un show, imagine, tu fais un show, t'as que des 5-star matchs tout le long du show, imagine. Hein. Et tu fais ça à la fin, le show sur Cage Match, il est une 5 sur 10. Juste parce que la fin, elle est nulle. C'est vraiment, C'est dur, un fan de catch. Je pense pas. Goldberg, après, voilà, il y avait des rumeurs comme quoi, peut-être, il pourrait... Ouais, off. Mais je pense que ce sera juste un trip des Young Bucks de le faire venir. Oui. Ouais, il sera pas... Les Young Bucks sont des gros fans de Goldberg. Vraiment. Mais bon. Voilà, je pense pas qu'AEW soit si stupide à ce moment-là quand même, mais on n'est jamais à l'abri quand même, mais bon. Non, mais je pense pas qu'ils vont finir sur une dinguerie comme ça, honnêtement. Mais je vois bien un truc. Il y aura un truc. Je pense honnêtement, à mon avis, ils vont pas terminer sur un... Je les vois mal terminer en fait sur un MJF Adam Cole qui termine clean comme ça, MJF champion, et puis on termine, hop, adios. Je sais pas, il va y avoir un truc. Sûr. Bah déjà, est-ce qu'on est sûr que le match... Oui, ils l'ont vendu comme ça, mais je veux dire, on n'est pas sûr que le match... Main event, hein, de toute façon. Ouais. D'ailleurs, MJF qui a fait l'opener de All-In inaugural et qui va faire le main event du All-In numéro 2. Quoi. Quand même, l'évolution en si peu de temps... Bah, la EW crée des stars, hein. Ils ont fait ça avec Darby Allin, ils ont fait ça avec Jack Perry, ils ont fait ça avec Hook, ils créent des stars, en fait. Hook, ça va être une sacrée dinguerie aussi, hein. Avec le temps... Quand ça va exploser, ça va être assez ouf. Hein. Et Jack Perry, d'ailleurs, le heel turn, apparemment, ça marche très très bien. Ouais, clairement. Je suis vraiment... Et quand tu sais d'où il vient niveau micro, bah, il est pas non plus devenu
On va pas abuser, hein, il est pas devenu The Rock, mais quand tu vois d'où il vient niveau micro, punaise, il a quand même fait des gros progrès. Ouais. Il a bien bossé. Ouais. Ça bosse bien. Et on a fini du coup pour les news de cette semaine. Voilà, la semaine prochaine, on reviendra un petit peu sur les événements d'All-In s'il y a eu des trucs intéressants. Oui, et puis je pense qu'avec le temps, on va revenir sur des émissions un peu plus longues, mais là, comme vous vous en doutez, si vous nous regardez probablement en replay, parce que bon, encore en live, on n'a pas vraiment des masses de viewers, hein, on va pas mentir. Mais si vous regardez le replay, c'est très compliqué de faire une émission avec une température comme ça. Je pense que vous vous en doutez. En plus, Declan, t'es comme moi, t'es pas forcément la personne la plus fit au monde. Et comme vous vous en doutez peut-être, quand on a un petit peu de graisse, c'est d'autant plus compliqué. Ouais, voilà. Moi, c'est pareil, moi je stream quand même assez régulièrement le soir. Je t'avoue que ces temps-ci, j'ai fait des trucs assez courts parce que j'avais trop chaud entre les écrans d'ordinateur, les consoles, les machins. Ah oui, non, mais c'est pareil chez moi. La lumière pour l'éclairage, je stream moins autre que les émissions de Parlotte parce que je suis en train de me remettre en forme justement et ça prend pas mal de temps. Mais pas mal de temps, et du coup le temps que j'aurais utilisé pour streamer, du coup je l'utilise pour faire des exercices. Mais non, c'est, je pense qu'on reprendrait un rythme de croisière un peu plus peut-être un peu plus long vers septembre, octobre, le temps justement que ça devienne plus respirable, quoi. Voilà, déjà je pense qu'on a passé le plus dur là et, oui, bon. De cette année, le plus dur de cette année. Voilà. Niveau chaleur, en tout cas, ça devrait aller mieux. Ouais. Voilà pour cette semaine. Bah écoute, comme à chaque fois, merci à toi, merci à ceux qui ont regardé l'émission, que ce soit en live ou en différé. Le replay sur ta chaîne samedi, c'est ça ? Samedi à 18h. Parfait. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, c'est le moment où vous regardez ça. Et bon week-end d'All-In à tous. À plus les amis. Bon week-end, à plus les gens.